On va démarrer. Donc, bonjour à tous. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Merci beaucoup, Louis Bidou. Merci beaucoup, Angélique de Tadeo, d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Je vais vous donner la parole dans une minute pour que vous puissiez chacun vous présenter. Moi-même, donc, je suis Yaya Fallah, je suis un des cofondateurs de Seven. Seven, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet de formation. On est passionné par l'éducation, on est passionné par la transmission de la connaissance et c'est un peu notre vision, notre façon à nous d'avoir de l'impact sur la société à notre échelle. On fait ça depuis 10 ans. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette année, en 2024, Seven fête ses 10 ans. On est ravis et merci. Et donc aujourd'hui, on organise ce webinaire avec nos deux invités, toujours un peu sur cette thématique autour du métier de Chief of Staff, avec un angle un peu particulier qui est de comment est-ce qu'on inspire le dialogue et la cohésion d'équipe dans un environnement en constante évolution. Donc effectivement, le métier de Chief of Staff, ce poste-là, est directement concerné par cet élément-là. On va en parler, on va essayer d'être le plus concret possible avec Louis et Angélique aujourd'hui. Pour recontextualiser un peu ces séries qu'on fait sur le métier de Chief of Staff, c'est parce que Seven, avec Grégoire Kopp, on a lancé il y a maintenant plus de 3 ans une formation, la première formation en France sur le métier de Chief of Staff. On est à notre 8e batch qui va démarrer en mai prochain. On est ravis. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Angélique est une de nos alumni de la formation et Louis a déjà été host de la formation avec Upflow. Donc voilà, on va aborder ce sujet-là de façon la plus concrète et sans transition. Je vais donner la parole à Angélique de Tadeo. Si je peux te présenter ABTSI en quelques mots. Comme ça, on saura qui tu es, ce que tu fais. Et après, je donne la parole à Louis. Ok, avec plaisir. Donc Angélique, je suis chez ABTST, qui est une société SaaS. En fait, on vend un logiciel pour aider nos clients à optimiser leur site web. Donc on a une plateforme qui nous permet de faire aussi bien de l'A/B test, de la personnalisation, de la recommandation de produits. On a un algorithme de search aussi. On fait de l'accompagnement sur du déploiement progressif de features. On existe depuis 2009, donc c'est une société qui commence à avoir un petit âge. On est 300 salariés, euh, un peu partout dans le monde. Donc le siège est à Paris, mais on a des bureaux aux US, en Australie, en Europe, un peu partout. On est 300 aujourd'hui. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'entreprise et ça fait 3 ans que je suis Chief of Staff. Bientôt 3 ans, oui. Ok, 10 ans que tu es dans la boîte, 3 ans que tu es Chief of Staff. Tu peux nous rappeler rapidement les postes que tu as occupés avant d'être Chief of Staff auprès de Rémi, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Alors, déjà, à la base, j'étais cliente d'ABTST, donc c'est comme ça Ok, que mon histoire a démarré avec l'entreprise. Et quand je suis arrivée, j'étais côté client. Et je suis arrivée au tout début de l'entreprise, dans la phase d'hyper-croissance. On était 25 à l'époque. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir grandir avec l'entreprise, de prendre rapidement des responsabilités managériales, parce que l'entreprise évoluant et étant une des plus anciennes, très vite, j'ai pris le lead sur l'équipe client. Et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de bouger sur l'équipe marketing, enfin, mon background est plutôt en marketing à la base, ce que j'ai fait pendant 1 an et demi, dont un petit passage aux États-Unis, parce que c'est à l'époque où on a ouvert les bureaux là-bas. Et puis, j'ai décidé en 2019 de rentrer en France. Et à ce moment-là, j'ai rejoint l'équipe RH, pour m'occuper plutôt de la partie culture et communication interne. Et finalement, c'est au bout de 3 ans dans ce poste de culture officer, que Rémi, donc le CEO d'ABTST, m'a dit que, il me verrait bien évoluer sur un poste de chief of hmm. staff parce que finalement, c'est un poste qu'il voulait créer et dont je gérais déjà un tiers, presque la moitié des missions, dans mon rôle de culture officer. Donc, ouais, l'été, ouais, il y a bientôt 3 ans, j'ai du coup entamé mon passage sur le poste de chief of staff à temps plein. Génial, c'est un bon exemple on va dire, de rencontre entre un dirigeant et sa chief of staff, futur chief of staff. Et pour avoir déjà rencontré Rémi, je sais que globalement le binôme fonctionne super bien. Ouais, Génial. ouais. Et Beaucoup, trinôme même d'ailleurs, j'ai deux CEO du coup chez ABTST, j'ai pas c'est vrai, précisé, mais du absolument. coup, Et t'es chief of staff des deux, du coup. exactement, ouais. Ok, génial, génial, génial. Merci beaucoup, Angélique. Louis, je te passe la parole. Pour info, pour tous ceux qui sont là, Louis est en Corse, donc il profite bien des vacances. On a l'impression qu'il est au bureau, mais il est en Corse. Mais bon, je me permets d'ajouter cette petite précision. Louis, je te passe la parole.
Oui, Uplo n'a pas de bureau encore. Si ça, je veux enlever tout misunderstanding. Uplo, on a des bureaux entre Paris et New York. Là, je suis juste en congé. Uplo, c'est une boîte qui a démarré plus tard que ABTST en 2018. Donc, on est beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, on est 50 personnes. Et la mission d'Uplo, c'est de révolutionner un peu la façon dont les entreprises B2B sont payées, se font payer, en leur fournissant des technologies de recouvrement, des technologies de paiement afin d'améliorer leur trésorerie rapidement et facilement. Donc on vend un SaaS à des équipes financières dans le but d'améliorer leur trésorerie, ce qui est évidemment, comme vous pouvez probablement le vivre dans vos boîtes, un sujet qui est qui résonne pas mal en ce moment lorsque le funding devient un sujet un petit peu plus compliqué. Donc Upflow, ça a été créé en 2018 par deux cofondateurs. C'est une boîte qui a été montée enfin qui a été démarrée par le startup studio Exa en France. C'est passé par Y Combinator derrière. Et suite au Y Combinator, c'est resté aux États-Unis partiellement. Toute l'équipe de go-to-market est restée là-bas. Et aujourd'hui, on fait à peu près 50% de notre revenu aux États-Unis et 50% en Europe. Donc voilà. Super Euh, intéressant. Et toi, en un mot, ton parcours, ce que tu as fait chez Upflow et ta position de chief of staff? Oui, alors c'est intéressant parce que du coup, j'ai réfléchi quand j'ai dit que tu te présentais, mais je trouve que ton parcours, pour revenir une seconde sur toi, j'ai l'impression que il est presque inverse par rapport à ce qu'on faisait. On entend souvent Chief of Staff, c'est a stepping stone, c'est une première étape avant d'aller dans le business, de prendre une BU ou autre. J'ai l'impression que toi, tu as fait l'inverse, que tu es justement arrivé des frontlines pour ensuite passer sur le côté Chief of Staff. Moi, j'ai toujours eu une carrière plutôt Chief of Staff avant de rejoindre Upflow il y a 2 ans et demi. J'étais à un poste très similaire dans une boîte qui s'appelle Sketchfab, que j'ai rejoint pré-Seria jusqu'à l'acquisition par Epic Games à l'été 2021. Et j'ai été basé à New York, donc dans leur bureau US là-bas pendant plus de 6 ans, très proche, enfin bras droit du CEO Alban. J'avais une casquette opération et finance, 50% de mon temps, et une casquette plus chief of staff conventionnel tel qu'on l'entend maintenant. Donc voilà, donc j'avais déjà cet ADN et cet héritage un peu startup, SaaS, boîte franco-américaine basée aux États-Unis. Et suite à ça, j'étais client d'Upflow à l'époque aussi, donc comme quoi être client faire attention à qui on est client, ce sera nos futurs employeurs vraisemblablement. Donc j'étais client d'Upflow, j'avais acheté Upflow pour ma casquette finance chez Sketchfam. Et ensuite voilà, j'ai vu que Alexandre, le CEO d'Upflow, recrutait, on a discuté et on en reparlera sans doute, mais il y a eu vraiment un gros match personnel entre le CEO et moi. Enfin, en tout cas, de mon côté, je peux parler. Et j'ai beaucoup aimé cette personne et je suis sorti de ce call d'interview en me disant, je sais pas si ce sera chez Upflow, c'est le tout début du process de recrutement, mais en tout cas, j'aimerais bien bosser avec cette personne-là un jour dans ma vie. Bon, il arrive que c'était 6 mois après chez Upflow, donc c'est super. Mais voilà, le lien avec le ou la CEO est quand même, enfin, je trouve, est quand même vraiment fondamental dans ce travail de Chief of Staff. Ah, c'est génial. Merci pour cette présentation. Et ce que tu viens de dire, ça me fait une belle passe pour la première question que je voulais vous poser sur le sujet du jour. Je fais juste une petite parenthèse à tous les participants qui viennent d'arriver au fur et à mesure. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat directement. Soit je les prendrai en live, soit je les garde pour la fin du séminaire, pour la fin du webinaire, pardon, où je poserai les questions à nos invités. Du coup, ouais, ma première question, je peux te laisser la parole, Louis. Ma première question, c'est comment est-ce qu'un CEO et son chief of staff, pardon, donc dans ton cas, peuvent-ils développer et maintenir une relation de confiance mutuelle? On dit souvent que voilà, il faut vraiment un chief of staff bosse très étroitement avec son CEO. Donc, on peut imaginer une relation de coopération assez forte, voire même de confiance, comme je viens de le dire. Comment est-ce qu'on peut mutuellement se faire confiance? Donc, parce que la confiance, il faut que ça aille dans les deux sens. Et du coup, comment toi, est-ce que tu as concrètement fait pour aborder ce sujet-là quand tu es arrivé chez Upflow et au fur et à mesure du temps? Euh, Alors, je pense que il y a une partie un peu de chance. Je pense qu'il y a des gens avec qui on fit assez bien et des gens avec qui on fit pas trop, ou en tout cas ça demande un petit peu plus d'effort de fitter. Je sais pas trop à quoi c'est dû. En tout cas, j'ai l'impression il y avait le terreau qui était là entre Alex et moi pour qu'on puisse bien s'entendre. Alors après, il fallait le nourrir. Ça a commencé très tôt. Je pense que ça a commencé même avant de rejoindre Upflow, c'est-à-dire pendant le process de recrutement où on a eu des échanges qui étaient très libres et très
j'ai pas l'impression que ni lui ni moi jouions trop un jeu de danse du ventre, de lui veut me recruter, moi je veux, tu vois, absolument avoir ce poste, etc. J'étais très bien chez Sketchfab à ce moment-là. Et c'était un peu opportunistique la manière dont je regardais ailleurs. Et je me disais, si je trouve un ou une CEO avec qui je m'entends super bien, bah trop bien. Sinon, c'est pas grave, je suis très bien chez Sketchfab. Et donc, du coup, j'avais cette liberté-là d'esprit à ce moment-là qui fait que les entretiens, je sais plus combien de calls on a fait, ont vraiment été très, très libres. Je me souviens d'un moment donné où je lui ai dit, tu vois, Alex, là, je réfléchis à prendre un peu de temps pour moi et réfléchir, voir si je peux être, enfin, si je peux être heureux en tant qu'entrepreneur et puis peut-être monter ma boîte, etc. Et je me souviens très bien qu'il m'a dit, bah, tu sais, si tu décides de faire ça, c'est OK, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'a pas absolument cherché à me dire, c'est une erreur, il faut que tu sois chief of staff chez Upflow, etc. Pas du tout, tu vois, il a été très dans l'aide et on a eu une espèce de gentleman agreement au moment où j'ai accepté l'offre et où il m'a dit, écoute, moi, ce que je peux te garantir, c'est que si jamais tu acceptes cette offre de job et pour travailler près de moi, moi, je m'engage à ce que tu sois vraiment dans ma tête et ce que du coup, tu sois au plus proche possible de la vie d'un CEO d'une boîte de 50 personnes post-série A. Et si ça t'est utile demain pour peut-être monter une boîte, c'est très bien. Mais en tout cas, c'est l'extra que je suis vraiment prêt à commit personnellement pour ça. Donc, vous voyez, en fait, c'est juste des petits exemples pour vous montrer que très, très tôt, on a eu cette espèce de promesse un peu mutuelle de ça va être mutually beneficial de travailler ensemble. Et d'ailleurs, je le salue parce que c'est une promesse qu'il a vraiment tenue jusqu'ici et qui continue à tenir. Donc pas de déception. Je pense que depuis, j'ai continué à faire ce que je pouvais pour construire et enfin, plus de graines sur cette relation de confiance. Je pense que des trucs qui aident à ne pas la casser, c'est déjà en faire un objectif, Mm. être conscient que cette confiance-là, elle est nécessaire pour que dans notre boulot, on soit utile à la boîte, que sans cette confiance-là, on va pas faire un bon travail en tant que chief of staff. Donc déjà le fixer comme objectif et ensuite éviter les trucs un peu classiques dans lesquels tomber, c'est-à-dire ne pas être exemplaire, ne pas être fiable, ne pas être transparent, etc. Ça c'est toujours des choses où on se tire une balle dans le pied et où derrière bon la personne en face, que ce soit d'ailleurs CEO ou n'importe quelle autre personne avec qui on va être amené à travailler dans le business, va perdre un peu confiance en nous quoi. Et de la même manière, ce sera réciproque. Montrer de la vulnérabilité aussi évidemment quand il y a des trucs que je sais pas faire, quand il y a des trucs qui me stressent, quand il y a des trucs sur lesquels j'ai vraiment besoin d'aide de la part du CEO, je lui demande quoi, enfin le plus simplement possible. Et du coup, ça aide aussi et il fait la même chose à sa mesure et sur certains de ses sujets. Et donc, ça crée un attachement, ça crée une confiance, ça crée une empathie. Donc voilà, se le fixer comme objectif et puis vraiment être exemplaire, être vraiment fiable, être transparent, être vulnérable. Ça Cette permet notion de de sur le coup. transparence que tu évoques là, de différentes façons, que tu illustres assez bien, je trouve ça aussi majeur de là où je suis et de ce qu'on voit dans les différentes boîtes qu'on accompagne ou les chief of staff avec qui on travaille, qu'on a rencontrés, ou les alumni, etc., qui sont passés dans le programme. Majeur comme sujet. Je pense qu'on va on va en faire un podcast, un webinaire, pas encore de podcast peut-être un jour, mais un webinaire à part entière sur ce sujet de transparence qui paraît facile quand on le dit comme ça. Oui, il faut être transparent, il faut tout dire, mais en réalité, on voit que c'est parfois pas si évident. En tout cas, moi, je suis un fervent défenseur de cette notion-là. Angélique, de ton côté, comment tu as géré ça? Alors, toi, tu es arrivé depuis longtemps chez ABTC, on a compris, tu as eu différents postes et au fur et à mesure, visiblement, ça s'est construit jusqu'à ce que tu arrives sur ce poste de Chief of Staff auprès des deux dirigeants. Maintenant, comment tu as réussi quand même à le construire et peut-être, dans ton cas, à le maintenir dans le temps? Moi, je pense que dans mon cas, effectivement, la confiance, elle s'est créée, en tout cas sur le plan professionnel, en amont de la prise de poste, parce que finalement, j'ai fait mes preuves. Et une fois que j'ai pu faire mes preuves, ils se sont dit que Mm. bon, ça allait fonctionner. Mais il y a une culture qui est assez forte chez ABTST. Alors, c'est pas dans mon cas précis, mais je pense que ça s'applique sur des recrutements de chief of staff qui pourraient venir directement de l'extérieur. C'est qu'on a tendance sur des postes rattachés à la direction de faire des recrutements café. Donc en fait, souvent ce que Alix ou Rémi font chez nous, donc les deux CEO, c'est qu'ils vont prendre un café avec les personnes qui veulent positionner potentiellement à des postes importants. Euh, Donc, si et en fait, jamais il vient de voir quelqu'un chez ABTST pour dire est-ce que tu veux prendre un café, c'est peut-être un signal. c'est ça. Souvent, C'est mais pas c'est juste pour boire exactement un ça. café. Ouais, 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 ouais. Et on promeut beaucoup les évolutions internes chez nous. Donc, on a une bonne partie du top management qui finalement s'est fait, a évolué au sein d'ABTST.
Mais c'est un peu ce que disait Louis, c'est que finalement, il ne faut pas que ce soit Enfin, nous, ce qui fonctionne en tout cas chez ABTST, c'est lié à notre culture aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout ce rapport recruteur, futur recruté. C'est un échange, une conversation et on voit s'il y a un fit ou s'il y a un match possible. Ok. Et en toute transparence, de se dire est-ce qu'il y a quelque chose. Et moi, c'est un peu toute l'évolution que j'ai eue chez ABTST, ça a toujours été ça. C'était une idée proposée par les CEO ou par moi. Et puis, on fait mûrir la réflexion et à un moment donné, on se dit, bon, voilà, moi, ce que j'ai en tête, est-ce que toi, ça te va? Et, Comment tu as géré, toi qui es depuis chez ABTST depuis longtemps, on peut imaginer qu'après toutes ces années, durant toutes ces années, et surtout quand ça s'est en tout cas ta relation avec les deux dirigeants sont intensifiées depuis que tu es devenu Chief of Staff, comment tu as géré les potentiels, on va dire, désaccords majeurs que vous avez pu avoir ou malententes ou incompréhensions? ouais. Alors, en fait, Comment tu as pu gérer ça, pense toi, qu'au-delà concrètement? de construire la relation de confiance, en fait, je pense c'est nécessaire de toute façon pour que ça fonctionne bien. Et moi, je vois qu'il y a la relation de confiance professionnelle, mais il y a personnelle aussi. Et finalement, on peut être assez souvent en désaccord sur des sujets professionnels parce qu'on a des visions différentes. Mais tant qu'on est raccord sur le plan personnel, qu'on se connaît assez bien, qu'on connaît les valeurs de chacun, finalement, je trouve que c'est un peu la clé pour que le binôme ou trinôme, dans mon cas, fonctionne bien. C'est-à-dire que je peux avoir des arguments, je peux être en désaccord avec l'un ou les deux fondateurs. À partir du moment où je sais que c'est pas une dispute, parce qu'en fait, on n'a pas des haussements de voix, mais on est quand même fortement en désaccord. Derrière, je sais que quand je raccroche, ça change rien à notre relation, qu'on reste toujours très proche avec des relations très saines. Et c'est quelque chose qui peut me surprendre parfois, mais moi, je sais que chez nous, ça arrive souvent qu'il y ait des meetings un peu compliqués, un peu tendus. Et derrière, quand on sort du meeting, on se dit, bon, on va tous boire une bière ensemble. Et Hmm. ça surprend, je Ok. sais, quand les gens viennent de l'extérieur, mais on fait vraiment la part des choses entre pro et perso. Et on a tous conscience qu'on peut être en désaccord sur des sujets pro et on peut avoir tous raison, juste pas la même vision et pas les mêmes enfin, objectifs ou Ouais. envies. Et du coup, ça marche bien. Et je pense que c'est vraiment ça. Donc, finalement, mon conseil pour qu'on construise une forte relation de confiance, c'est au-delà de faire ses preuves et de bien travailler et tout ce que disait Louis, à savoir avoir un comportement irréprochable, c'est aussi de passer du temps hors bureau ensemble et pour créer cette relation de confiance. Finalement, on le voit hein, même dans la vie de tous les jours, si on a un collègue dont on est très proche, qui est presque un ami, nous envoie un mail un peu sec ou une demande un peu directe, on le prendra toujours bien, alors que si c'est un nouveau qui vient d'arriver, qu'on ne connaît pas, on a tendance à vite se dire, oula, c'est... Cette fameuse notion de relation personnelle qu'on peut avoir sur les individus, ça renvoie pour moi à un concept qu'on utilise souvent, un outil qu'on utilise souvent pour ceux qui connaissent, qui est la fenêtre de Johari, c'est-à-dire les informations qu'on connaît sur la personne. Et en théorie, on dit que plus on connaît d'informations sur la personne, plus cela peut fluidifier la collaboration qu'on peut avoir. Et j'imagine que la fenêtre de Johari est complètement ouverte ou devrait en tout cas être complètement ouverte entre un chief of staff et son dirigeant. Mais pareil, ça peut être un long sujet. Ça m'amène sur la question suivante assez naturellement, c'est qu'une fois que vous avez créé un peu cette relation de confiance, ou en tout cas vous l'avez, j'ai l'impression que dans vos deux cas respectifs, dans ton cas, ça s'est fait naturellement, Angélique, et même dans ton cas, Louis, pareil, ça s'est fait naturellement dans un laps de temps certes plus court, mais assez naturellement dès vos premiers échanges et rencontres lors de ton process de recrutement. Et une fois que vous avez cette confiance-là, quelles sont les conditions, donc, en plus de cet élément-là, pour que vous puissiez être la voix du CEO? Sur le sujet du jour, qui est un peu de créer, de maintenir une cohésion au sein de l'entreprise dans un environnement qui change énormément, donc porter de nouveaux projets, donc gérer le changement, etc. Comment est-ce que vous pouvez porter un peu cette voix, cette vision du CEO auprès des équipes et comment est-ce que vous arrivez à vous assurer, dans un deuxième temps, ces deux questions, mais à vous assurer que cette vision soit communiquée efficacement et même portée, adoptée, voire même incarnée par certains collaborateurs, peut-être des managements, au niveau du management. Comment est-ce que vous vous assurez justement d'être la voix du CEO et de vous assurer que sa vision et ce qu'il fait est bien adoptée et portée par les collaborateurs? Louis, je te repasse la parole là-dessus. Oui. Hmm. Euh, pour faire le lien avec la question d'avant, on parle souvent, je trouve, dans le cadre du Chief of Staff ou de la CEO, d'un peu de couple professionnel ou de trouble professionnel chez ABTST, je sais pas, mais où il y a une forte, en effet, connexion personnelle qui dépasse le côté professionnel, comme tu le disais, Angélique. Je pense que ça, c'est important que, alors, sans tomber évidemment
dans quelque chose un peu de malsain où on a l'impression que tu es dans les petits papiers, donc du coup, il y a du favoritisme, etc. Mais je pense que c'est important que les équipes le ressentent, qu'il y a une forte connexion en fait qui dépasse qui dépasse les missions entre le ou la CEO et nous. Euh, Ce qui a été important pour moi au début, petit conseil, ce qui a été assez important pour moi au début, c'était d'avoir de manière explicite le sponsor du CEO sur certaines initiatives que je lançais ou que j'animais. Ça peut être tout simple, ça peut être par exemple, oui, je me souviens un des premiers gros projets que j'ai fait, je pense le troisième mois où je suis arrivé, c'était de reprendre nos valeurs telles qu'elles étaient lorsqu'ils étaient une quinzaine de personnes. On commençait à grandir. Et du coup, de facto, il fallait un peu refaire une passe dessus, voir si c'était toujours pertinent, ce qui était pertinent, ce qui nous avait permis d'arriver là, comment on allait développer la suite. Et du coup, lancer un peu ce projet de valeurs, d'operating principles. Et donc, je l'ai lancé et assez tôt, le CEO a répondu, par exemple, quand j'envoyais un mail à l'équipe en disant, voilà, on va faire tel et tel workshop, à telle et telle échéance, avec tel et tel objectif. Le CEO répondait en disant, super, merci beaucoup, Louis. En effet, c'est une initiative importante, je garde un œil dessus, voilà, quelque chose comme ça. Et en Oui. fait, c'est tout bête, mais le fait que le CEO dise, je garde un œil dessus, bah, ça rapproche un peu tout le monde en disant, OK, ça c'est important. Du coup, c'est la voix aussi de cette personne Ok. dans ce contexte framé du projet en question. Donc, avoir le sponsorship explicite du CEO au début, sur les 3, 6 premiers mois, je trouve que ça aide. Euh, et aussi, du coup, parler plus pour lui et pas trop parler pour soi. Et ça, c'est des feedbacks que Alexandre m'a fait une ou deux fois, où, voulant bien faire, j'allais voir des équipes ou des personnes ou en one-on-one, je disais, bah voilà, dans le process de recrutement de tel nouveau rôle, ma recommandation, c'est de faire comme ci, comme ci, comme ci. Et il me disait, bah, tu sais quoi, en fait, c'est pas seulement ta recommandation. En fait, tu dis ça parce que tu es très upload dans ta manière de procéder, Ouais. tu es très comme moi parce qu'on est aligné depuis 2 ans et demi là, comme ça. Mais en fait, du coup, ce qui servirait plus la cause et ce qui t'aiderait encore plus et ce qui aiderait encore plus les personnes sur le terrain, c'est que tu dises, Alexandre, sa vision, c'est que ce soit comme ça pour les process de recrutement et Ouais. moi, je ne me fais que le relais. Et je voulais bien faire en disant, bah non, mais c'est ma recommandation, c'était pas pour lui piquer l'idée, c'était vraiment pour bien faire en disant, bah, je vais le protéger, donc je vais créer une distance. Et en fait, il m'a dit, non, mais tu sais, au contraire, quoi, relie-moi au truc euh, pour, euh, pour bien montrer qu'il y a un alignement profond avec le CEO et ça t'aidera toi, ça aidera Oui, les je équipes, ça profite de aidera tout ta le monde. transparence justement sur ce point-là, qui m'emmène à une petite sous-question là-dessus, et après je donne la parole à Angélique. Ok, quand vous êtes aligné, quand le CEO, on va dire, montre de façon explicite que ta voix est sa voix et vice-versa, comment tu gères une vision divergente? Imagine sur un sujet à traiter important, vous n'êtes pas d'accord sur quoi faire. Toi, tu dis il faut faire A, lui il dit il faut faire B. Et à un moment donné, j'imagine vous tranchez. Et comment tu gères ça? Cette divergence, un peu cette tension qu'il peut y avoir entre ce qu'on appelle un mandant et un mandataire, ici entre toi et lui, pour aller porter une vision avec toute l'énergie et la conviction face à la boîte. Alors, tant qu'il me demande pas de faire quelque chose qui est en désaccord avec mon éthique personnelle et professionnelle, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Je veux dire, moi, je suis là pour l'aider à faire un peu, comment dire, lui renvoyer un peu les balles de fond de cours, l'aider à réfléchir, à renforcer son intime conviction sur certains sujets, certaines directions de la boîte. À un moment donné, c'est lui qui décide. Et ça, pareil, c'est très upload, mais c'est assez sain pour nous on parle souvent de disagree and commit, où en fait c'est OK. Il y a parfois des moments où bah, on n'est pas d'accord avec le modus operandi ou on a un contre-avis. Et bien à un moment donné, juste je fais confiance à ma hiérarchie, donc en l'occurrence le CEO, et je le connais suffisamment personnellement pour savoir que s'il veut faire un truc comme ça, c'est qu'il y a peut-être une idée derrière la tête. Et du coup, je peux disagree et en même temps commit sur le fait que je vais le représenter en ce sens-là. Du coup, je vais peut-être poser quelques autres questions complémentaire pour bien m'assurer que je perçois du coup la complexité de ce qu'il a en tête, pourquoi il veut absolument aller dans ce sens-là. Peut-être ça va prendre un peu plus de temps que si on était très aligné, où il y a des questions qui vont forcément s'effacer naturellement. Mais du coup, je vais faire un peu l'effort et dire bon bah ok, tu vas aller dans ce sens-là, ok, mettons, bah, je vais t'aider quoi qu'il arrive quoi. Donc je vais pas baisser les armes tout de suite parce que le but c'est pas de faire valoir mon opinion a priori par-dessus tout et par-dessus l'opinion du CEO, c'est pas ça, c'est plutôt l'aider à renforcer son opinion personnelle et une fois qu'il l'a mûri, qu'il me dit, écoute, c'est comme ça qu'on va faire, bah, très bien, je peux disagree et commit. Et puis voilà. Et c'est pas pour autant que je vais disagree publiquement en disant, bon, je vous demande enfin, je viens reléguer le CEO là-dessus, mais je suis pas en accord avec ça parce que ça dessert la cause. Je vais juste dire, voilà, le CEO veut faire ça, on y va. Et il n'y a pas de souci, avec bonne humeur, engagement, et puis détermination, ça, je vais le faire. Mais on peut disagree and commit. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs que
qui est très puissant parce que quand il y a quelques fois où j'ai dû le faire, et en vrai, franchement, j'ai pas 10 000 exemples 10 000 Ouais. exemples en tête, ça donne aussi un bon exemple au reste du management, au reste de l'executive team, de dire si vous aussi ça arrive, et ben, allez-y quoi. Là, il y a un exemple vivant devant vous de Louis qui exécute une décision sur laquelle il est peut-être fondamentalement pas en accord, mais il le fait avec professionnalisme, détermination, du drive, ça va vite, et c'est bien. Et vous, parfois, vous aussi, dans vos métiers, ce sera utile et du coup, vous pouvez faire comme ça. Donc, Génial, merci beaucoup Louis pour ce partage et ta réponse sincère. Angélique, de ton côté, être la voix du CEO et surtout la deuxième partie de la question, comment est-ce que tu fais pour que les équipes s'imprègnent un peu de cette vision et des décisions prises? Du coup, c'est bien de passer en deuxième, comme ça me laisse le temps de réfléchir. En fait, moi, je vois trois axes principaux qui me permettent, dans le quotidien, de bien porter la voix des CEO. D'abord, c'est d'avoir une très bonne connaissance de l'entreprise. Et je pense que c'est indispensable de savoir, pour pouvoir parler en leur nom, parce que eux, pour le coup, ont une vision 360 de l'entreprise et connaissent tous les sujets. Bah, c'est nécessaire d'être au même niveau de connaissance. Euh, donc, premier point. Deuxième point, c'est de très bien connaître son CEO. Donc, ce que je disais, construire une relation de confiance, arriver à savoir sa façon de penser, arriver presque à lire dans leur tête. Nous, chez ABTestis, on est très fan des tests de personnalité, des formations qui nous aident à mieux comprendre qui on est. Et du coup, moi, j'ai tendance à le faire aussi bien pour les CEO, mais aussi pour le top management. Récupérer les résultats pour bien comprendre la façon de penser, de fonctionner de chacun des membres du COMEX ou même de tous les VP. Euh, Par exemple, avec Rémi, lui a fait une formation avec l'INSEAD, qui est un organisme de formation sur la communication. Il m'avait partagé ses résultats et au final, moi, j'ai fait la même formation, mais ça nous permettait de comprendre, tiens, les points sur lesquels, la façon dont lui il pense et la façon dont il communique. Et du coup, moi, comment je peux l'accompagner et en gardant sa façon de penser et de communiquer, m'assurer aussi que je m'adresse bien à l'audience. Et en fait, c'est ça le troisième point pour moi pour bien porter la voix du CEO. Donc, premier point, connaître l'entreprise. Deuxième point, bien lire dans la tête des CEO. Et le troisième point, c'est bien connaître son audience aussi. Parce que finalement, je vois un peu mon rôle comme un traducteur parfois. Le CEO, il est dans son monde et il voit beaucoup de choses que le terrain ne voit pas forcément. Et finalement, il y a des messages qu'on va pouvoir passer à certaines personnes d'une façon hyper directe. Selon leur poste, ils vont le comprendre aussi d'une façon ou d'une autre. Et puis finalement, sur le terrain, bah, il faut parfois enfin, améliorer le message. Donc, ouais, il y a vraiment connaissance de l'entreprise, connaissance du CEO et connaissance du terrain pour que le lien se fasse bien. Génial, merci beaucoup. Je voulais revenir avec toi, Louis, là je vais faire un teasing, mais je voulais revenir avec toi, Louis, sur les OKR que vous mettez, que vous avez mis en place chez Upflow et la manière dont vous le pilotez. Après, je sais qu'on a déjà fait, on va refaire d'autres webinaires dessus et surtout, vos réponses sont tellement riches que le temps file et j'ai pas mal d'autres questions. Donc, je me permets en fait de ne pas te laisser parler des OKR aujourd'hui. On garde ça pour une prochaine fois. Et pour ceux que ça intéresse, de toute façon, comme je l'ai dit, il a écrit un excellent article sur le sujet. Je vous invite tous à aller le voir si vous voulez en savoir plus sur comment bien implémenter des OKR dans une boîte, même si ça reste, on le sait, extrêmement difficile, que ça prend beaucoup de temps souvent et qu'il faut itérer, itérer, itérer pour que ça prenne. Mais quand ça prend, généralement, ça fonctionne plutôt bien et c'est un outil qui est de plus en plus utilisé dans pas mal de boîtes. Euh, je viens sur un autre thème, toujours dans la continuité de ce dont on parle, sur la médiation. On dit souvent, moi, tous les chiefs of staff que j'ai rencontrés, ils ont souvent un peu ce rôle, parfois, de médiateur sur des sujets souvent difficiles. Parfois, il peut y avoir des gestions de conflits, des incompréhensions. Donc, ils vont être un peu ce personnage qui va essayer de mettre de l'huile dans les rouages ou en tout cas de faire en sorte que ça fonctionne. Comment est-ce que vous impliquez ça dans vos boîtes, dans vos équipes, entre votre position qui se situe entre le CEO, le dirigeant, et des équipes du management ou d'autres personnes au sein de l'organisation? Comment vous faites ça? Est-ce que vous avez une anecdote concrète à nous partager? On sait qu'il n'y a pas de recette magique. Maintenant, il y a peut-être des petits tips and tricks ici qui peuvent permettre de soit désamorcer les sujets en amont, sans trop les laisser grandir, ou alors les affronter, essayer de les résoudre une fois qu'on y est confronté. Louis, je te passe la parole là-dessus. ouais. Euh, alors, sur la médiation, la gestion de conflits, déjà pour contexte,
En général, je vais assez peu, enfin, j'ai même pas d'exemple sur les 2 dernières années et demie de gestion de conflits trop précise au sein des équipes. Par exemple, je règle pas des conflits entre un product manager et puis une dev ou des choses comme ça. Ça, c'est le management qui fait ça directement. Ce qui peut arriver, c'est sur des projets un peu cross-fonctionnels, bien plutôt s'assurer que les différentes personnes qui ont voix au chapitre ont les bonnes informations et ont la bonne compréhension de la bonne intention de la personne en face, quoi. Ça peut arriver, par exemple, je sais pas, enfin, la tension un peu classique, et c'est pas négatif, mais la tension un peu classique, c'est les tensions entre les équipes de go-to-market et les équipes d'engineering ou de produits. Ce qu'il faut, il faut toujours développer plus rapidement des nouvelles features, et de l'autre côté, les gens, ils comprennent pas, ils mettent plein de charges sur une nouvelle feature qui est pas prête, et du coup, ça crée de la frustration, etc. Bon, c'est plutôt ça le genre de conflit qu'on a au quotidien, le genre de tension. Je pense que du coup, côté Upflow, que je dois parfois, sur lesquels je dois parfois intervenir. Je pense qu'il y a il y a un premier élément qui est un aspect formation. Je pense que Enfin, nous, on fait l'hypothèse que les gens, ils sont suffisamment éduqués pour gérer les conflits par eux-mêmes. Et en même temps, s'ils le sont pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, la boîte est en mesure de les aider. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise régulièrement pour les nouvelles personnes qui rejoignent, et puis pour les personnes qui sont là depuis un certain temps, s'ils veulent y reparticiper, des formations à la communication non violente, qui permettent de revenir un petit peu à quels sont nos besoins, d'où nos demandes viennent, comment formuler une demande de manière non violente. Donc ça, c'est une méthodologie qui est éprouvée dans des contextes bien plus compliqués que les contextes quotidiens qu'on peut vivre chez Upflow et qui marche très bien. Donc nous, on fait des formations à la communication non violente qui équipent les équipes. Les... Mon but, moi, c'est de plutôt apaiser les discussions et de montrer que, typiquement, je reprends cet exemple entre, je sais pas, les équipes d'engineering et les équipes de go-to-market qui se mettent un peu, se tirent un peu la bourre sur quel niveau d'engagement on doit avoir par rapport à une nouvelle feature ou un rollout d'une nouvelle initiative. Euh, J'aime bien revenir, mettre les gens dans une salle, déjà les assurer que les deux come from a good place, comme on dit, ils veulent bien faire, et essayer de remettre un peu la dynamique de, on est company first ici, il n'y a pas d'ego, de je veux gagner, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, juste on est là pour la boîte, et ça va bien se passer. Et s'il y a un désalignement, du coup, bien s'assurer que les informations sont bien partagées, dire, bah, côté engineering, quelles sont les hypothèses que tu fais, pourquoi, pour, enfin, d'où vient cette frustration de ton côté, de l'autre côté, d'où vient ton impatience, comment est-ce que ça s'explique, et souvent, en fait, en posant des questions, presque avec un peu une approche de coach et de recherche, en fait, en se mettant à la place des collaborateurs aussi, on va réussir à faire émerger les raisons profondes des frustrations et des distances entre les gens. Et en fait, les trucs vont se régler plus ou moins d'eux-mêmes en faisant surpasser la vraie raison de la frustration. Donc, moi, mon objectif ici, c'est plutôt d'arriver comme presque un coach en posant les questions, de bonnes questions pour faire émerger les choses. Et ensuite, étant donné que les gens sont formés à la communication non violente, alors c'est pas bulletproof, hein, parfois les gens oublient, ou parfois c'était il y a longtemps, ou parfois on l'applique pas parfaitement, etc. Mais globalement, on sait qu'on peut toujours réancrer le truc là-dedans et dire non, mais attends, il est où le besoin, comment tu peux le réexprimer, etc. Commence par tel méthodo. Les gens, ça, c'est presque, on en sourit presque, quoi. Oui, oui, ok, alors faut que je reprenne un peu le framework et je vais m'exprimer comme ci, je vais m'exprimer comme ça. Donc, communication non violente, ça c'est très fort chez nous. Et pour le coup, on fait pas beaucoup de formation là-dessus, on devrait, mais le bouquin est assez self-explanatory. On est très fervent, et Alex, le CEO, est très fervent de la méthode de Radical Candor. Radical Candor, ça peut être mal entendu, ça peut être un peu d'être radicalement franc, et on sent quelqu'un un peu toute la masculinité qui arrive et qui envoie un gros feedback négatif à une personne en se disant qu'il n'y a pas de problème. C'est pas ça, Radical Candor, c'est care personally et challenge directly. Et il y a plein d'exemples très sains, très CNV, pour faire émerger les bons sujets et que les gens se parlent en s'entraidant et en même temps en se parlant directement. Et c'est pas malsain, c'est pas particulièrement masculin, Ouais, ça, violent, c'est pas ça- ça. ça résonne beaucoup ce que tu dis. Je suis particulièrement sensible. Effectivement, là, tu cites des outils assez majeurs qu'on voit en formation CNV et la méthode Radical Candor. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un bouquin du coup qui porte ce nom-là, qui a été écrit par une Américaine. Et c'est vrai que c'est des méthodes de transparence, de communication globalement assez efficaces. Donc j'entends, toi, ta réponse, c'est OK, on essaie de former, d'accompagner les gens pour qu'ils aient les outils nécessaires de façon à pouvoir appréhender ce genre et de gérer ce genre de situation parfois difficile.
Et après, vous les accompagnez, vous essayez de les mettre en condition s'ils se retrouvent dans ce type de situation pour pouvoir les résoudre et que les choses se fassent assez naturellement. J'entends un peu pas mal de méthodologie ici qui est quelque chose d'assez intéressant, enfin, maîtrisé que vous faites étape par étape si vous êtes confronté à ce genre de situation en anticipant même les choses et en organisant des formations avant d'arriver dans des situations trop compliquées. C'est top et c'est une belle philosophie géniale et merci pour ce partage. Angélique, je te passe la parole à toi justement là-dessus. Pareil, est-ce que vous avez été confronté? Je sais que chez ABTSI, pareil, vous faites pas mal de formations pour les collaborateurs et les collaboratrices et je suis sûr que vous le faites aussi peut-être sur ces sujets-là, tu nous diras. Mais comment, une fois que vous êtes confronté, toi, en tant que Chief of Staff, tu apprends, tu gères ça et comment tu fais un peu ce tampon si nécessaire entre les dirigeants et les gens avec qui tu as affaire par rapport à ces sujets-là? Alors moi, du coup, il y a la particularité d'avoir deux CEO, donc parfois je suis médiateur entre les deux aussi. Ah, aussi, ouais, c'est vrai, c'est un bon angle, ça. Intéressant. Intéressant, et finalement, le feedback qu'eux me font, c'est que depuis que je suis rentrée dans ce trouble, ça crée un équilibre parce que s'il y a des désaccords, finalement, c'est moi qui vais aider à faire pencher la balance. euh, Parce que finalement, je vais m'appuyer davantage sur l'un ou sur l'autre. Euh, Chez nous, c'est plutôt... Alors, s'il y a des désaccords, des conflits presque personnels finalement, qui vont au-delà du pro, mais qui prennent des proportions personnelles, c'est toujours les RH qui les gèrent. Hmm. Dans ce cas-là, moi, mon rôle, c'est plutôt d'informer les RH parce que je repère des choses et donc je les mets dans la boucle pour qu'elles arrivent à désamorcer au plus vite les problématiques. Euh, mais je vois plutôt mon rôle finalement comme quelqu'un qui va semer des graines. Je me rends compte assez régulièrement qu'il y a des désaccords, des conflits, soit entre CEO et direct report, soit direct report entre eux. Finalement, je vais souvent faire des one-one avec la plupart. Et puis, le fait de parler à tout le monde, d'avoir la vision 360 et la compréhension de la vision et des enjeux de l'entreprise, ça m'aide à pas forcément trouver les solutions, mais poser les bonnes questions qui font émerger les bonnes idées auprès des personnes. Donc j'ai un peu ce rôle de sounding board auprès des CEO, mais aussi auprès de la strate qui se trouve juste en dessous. Euh, Enfin voilà, je pense Non, mais que je trouve ça super intéressant ce que tu dis. En fait, en fait, c'est une approche assez proche de ce que dit Louis. Après, peut-être à une dimension différente, vu que vous êtes plus, c'est ABTST est plus grand, vous avez plus de monde, donc il y a sans doute plus de sujets que tu peux pas apprendre toujours de façon directe les choses. T'appuyer sur les HR qui ont peut-être aussi une connaissance fine sur ces sujets-là, t'appuyer sur eux de façon à ce qu'eux puissent intervenir et ils ont un savoir-faire aussi et une expérience. Je trouve ça assez smart et assez intéressant cet orga que tu as. Et puis après, semer les graines en tant que chief of staff, là pour le coup, avec une vision 360, assez intéressant. Je ne sais pas si j'ai bien résumé ce que tu as dit, mais je trouve ça assez top. ouais, c'est ça. Et puis finalement, en parlant même avec les différents VP, eux me disent que je suis un peu la psychologue en interne. C'est en rigolant, mais c'est vrai que ça arrive souvent quand il y a des frustrations, des désaccords. On se retrouve à prendre un café ou à échanger en visio. Et je pense que le fait de libérer la pensée, et puis moi j'apporte des éléments complémentaires ou des détails qu'ils n'ont pas forcément, qui expliquent aussi la décision prise ou la vision ou le désaccord, ça permet de calmer les feux, quoi, d'éteindre les feux. Génial, génial, super, merci beaucoup. S'il y a des questions que j'ai ratées là je le redis parmi les participants, là je vais aborder une dernière question. Donc s'il y en a d'autres que vous vouliez poser pour pousser peut-être dans les retranchements de nos deux panélistes du jour, n'hésitez pas, j'essaierai de les prendre. Je vais arriver sur une dernière question. C'est justement dans cette notion toujours de la relation que vous avez avec le Chief of Staff et de créer une cohésion intéressante avec l'ensemble des équipes et l'organisation, sujet du jour. Est-ce qu'il y a, quand des collaborateurs vous remontent des informations, vous entendez des choses, etc., est-ce que ça vous arrive qu'il y ait des informations tiens, on a perdu Louis. Est-ce que ça vous arrive qu'il y ait des informations que vous ne partagiez pas avec votre CEO? Louis, on t'a perdu pendant quelques secondes. Je ne sais pas si Je tu vous as prie de entendu la m'excuser. question, Non. mais je la repose. C'est est-ce qu'il vous arrive dans cette relation, quand vous collectez des informations auprès de vos collaborateurs ou quand vous entendez même des choses, etc., et que le CEO n'a pas l'information, est-ce qu'il vous arrive de filtrer peut-être certaines informations que vous n'allez pas remonter à votre CEO, pas nécessairement, que ce soit pour des raisons, je ne sais pas, moi, vous ne voulez pas
soit c'est pas nécessaire. Dans ce cas-là, OK, c'est assez facile à gérer. Vous dites, OK, c'est pas un top sujet, je peux le gérer en direct, c'est fait, et puis terminé parce qu'il m'a délégué ou il me permet de faire ça. Ou alors parce que vous vous dites, tiens, ça, c'est pas le moment, ou alors ça va pas le mettre dans une bonne dynamique maintenant, il est sur d'autres sujets, etc. Je vais essayer de le faire ou avec d'autres personnes, etc. En gros, est-ce que vous arrivez de filtrer l'information? Et ma question, je la pousse plus loin. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir si oui, comment, sur quelle base de responsabilité, quel type d'information, pourquoi ces informations et pas d'autres. Je te passe la parole, Louis, là-dessus. Ok, très intéressant. Euh, je dirais que dans le cas général, il y a toujours des cas particuliers, mais dans le cas général, et je pense que ça refait écho à la première, à la première question de on est la voix du CEO. euh, du coup, il y a une connexion qui est très forte. Le cas général, c'est que quand les gens viennent me parler, sauf de monde explicite bien sûr, ils savent que s'ils parlent à moi, d'une certaine manière, ils parlent au CEO. Hmm. Peut-être que je vais remonter leur doléance d'une autre manière. Je vais l'amener au moment opportun parce que je connais Alexandre, avec mes mots, le contextualiser différemment, etc., etc. Et c'est peut-être pour ça qu'ils me parlent, peut-être parce qu'ils se disent que je vais peut-être arriver à formuler leurs demandes dans des mots qui ont plus de chances d'arriver au bout, ou en tout cas de mieux exprimer ce que veulent exprimer. Euh, donc, pour moi, il n'y a pas de raison. Fondamentalement, j'ai pas de raison de cacher quoi que ce soit au CEO. Je fais ça parce que je pense fondamentalement que Alex est un excellent CEO, un très bon founder, et j'ai vraiment zéro crainte qu'il y ait un quelconque retour de bâton ou que ça puisse desservir la personnelle journée, si on peut dire, du collaborateur ou de la collaboratrice. C'est vraiment une conviction profonde que j'ai. C'est une conviction qui est également partagée par l'équipe, c'est-à-dire que tout le monde chez Upflow, je vous laisse contacter des gens sur LinkedIn pour vérifier ce que je dis, mais tout le monde chez Upflow trouve que Alex est un bon founder et aussi un bon manager, une bonne Ouais. personne qui fait preuve d'empathie, à qui on peut parler de nos problèmes et sur lequel il va pas y avoir derrière un mail un peu incendiaire, en effet des RH ou je sais pas qui va se retourner contre nous. Donc, c'est un bon partenaire pour ça, donc je me sens pas de filtrer d'informations. Cela dit, je remonte pas non plus tout bêtement. Des gens qui Ouais. ont des petites tensions au quotidien, des trucs, évidemment, je vais essayer je suis d'une certaine manière, j'essaie d'être le moins possible à 50 personnes. C'est probablement différent chez ABTST, mais à 50 personnes, j'essaie de pas trop être la porte avant celle du CEO, puisque j'ai l'impression que c'est encore important à notre stade qu'Alex soit les mains un peu dans le cambouis, proche du terrain, proche des gens, que la vision se soit aussi via lui au quotidien. Donc, je ne peux pas trop filtrer ça non plus à notre stage. Je pense que ça desservirait l'organisation. Mais il y a certains trucs sur lesquels, évidemment, des petits problèmes du quotidien, là, je me fais savoir et je vais plutôt essayer d'éteindre le feu localement avec ce que je sais de ce que j'ai pris dans sa tête avant, quoi. Mais Je trouve ça super intéressant un peu ce prérequis que les gens sachent, que l'organisation sache que quand ils parlent à Louis, ils parlent à Alex, quand ils parlent au Chief of Staff, ils parlent au CEO. Je trouve que ça met chaque individu dans un mindset assez précis de se dire, OK, ce que je vais lui dire là, c'est comme si j'avais Alex en face de moi ou le dirigeant, etc., ou les dirigeants et que je suis en train de leur parler à eux. Je trouve ça super intéressant et le fait que vous ayez réussi auprès de 50 personnes à l'implémenter, je trouve ça vraiment top et bravo pour cette réussite-là. ça peut passer par aider les gens aussi à communiquer aussi. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois, en fait, d'avoir une personne qui me dit, ah, comment je peux expliquer ça à Alex, etc. Puis on prend un quart d'heure, je dis, bah, si j'étais toi, tu vois, je présenterais comme ci, comme ça, voilà quel data point je mettrais et tout. Donc, du coup, j'essaie aussi d'aider les gens à avoir cette conversation directe avec le CEO sans forcément que ce soit filtré par moi. Moi, mon boulot, il est réussi si jamais, si demain je passe sous l'autobus, la boîte continue à fonctionner. Donc, il faut aussi que j'arrive à faire en sorte que les gens soient autonomes Ouais. sur ces sujets. Génial. Angélique, toi, de ton côté, dans une organisation comme avait été Sleep, plus ancienne et aussi plus grande, comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Est-ce que tu filtres l'information? Si oui, sur quelle base? Pourquoi? Comment? Ouais, je confirme que la taille, ça joue beaucoup parce que moi, bah, j'ai vu en arrivant, on était 25, aujourd'hui on est 300, donc j'ai vu que la communication est de plus en plus dure, plus on est nombreux. Du coup, à notre taille d'entreprise, moi, enfin, j'essaye de créer une relation de confiance avec le CEO, bien sûr, mais aussi avec les équipes. Donc, je m'assure de garder l'anonymat des personnes si je Hmm. sens que le message pourrait avoir un impact sur l'image que les CEO peuvent avoir des collaborateurs. Et puis, je vais aussi reformuler ou, avec diplomatie, amener les informations. Et je vais évidemment ramener au CEO que ce qui me paraît important.
Déjà parce que je veux pas leur faire perdre de temps, donc je ramène que les sujets qui sont pertinents. Mais il y a aussi, dernièrement, finalement, je me trouve une casquette un peu différente où j'essaye aussi de les protéger d'une certaine manière de la négativité du terrain. Parce que souvent, finalement, les doléances ou le feedback qui peut Ouais, remonter, c'est parce qu'il y a une incompréhension, une communication qui est plus complexe, ou le collaborateur a son scope unique et du coup, on ne comprend pas une décision ou une stratégie, alors que finalement, avec le scope large du CEO, c'est beaucoup plus évident. Donc, dans ces cas-là, je vais plutôt me faire la voix du CEO et moi expliquer aux collaborateurs ou amener les arguments pour qu'ils comprennent et qu'ils soient à l'aise avec la décision. Mais je vais pas remonter ça jusqu'au CEO parce que eux, ils ont aussi un train de vie très compliqué et beaucoup de stress et beaucoup de problématiques à gérer. Donc, je me dis si je peux un peu les soulager. Et voilà, et eux ont la mission de donner de l'énergie aux équipes, donc je me dis que bah, parfois, si moi je peux ouais. à mon tour leur donner de l'énergie, donc voilà, je vais leur remonter du feedback Je trouve que positif c'est assez aussi. intéressant, ouais, cette notion que tu viens de développer, de te dire, attends, s'il y a des points où il y a eu une incompréhension, en tout cas, si je comprends bien, c'est-à-dire le sujet est peut-être isolé et je peux le gérer et résoudre ce problème-là sans forcément faire appel aux dirigeants et que donc je leur éviterai de saturer leur bande passante ou de leur prendre de l'énergie pour rien parce que c'est une incompréhension, on va l'isoler, on va le résoudre et ça va bien se passer. Je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire vraiment là, pour le coup, le rôle de tampon fonctionne assez bien, de filtrer les informations qui remontent et de ne faire remonter que les sujets sur lesquels tu estimes, donc où ils peuvent avoir un impact. Génial, merci à tous les deux pour ce partage. On a globalement fini le webinaire, on a balayé toutes les questions et on a même glissé de quelques minutes, mais j'ai intentionnellement laissé faire parce que je trouve que l'échange était vraiment riche et je pense qu'on a apporté beaucoup de valeur. Merci à tous les deux. Je me permets de partager un bouquin dont j'avais déjà parlé, je pense, dans d'autres webinaires peut-être, mais je trouve que là, c'est particulièrement pertinent sur cette notion de confiance et aussi de transparence et de communication au sein des organisations. C'est le bouquin No Rules, Rules, dont on a beaucoup parlé, pas mal de gens ont parlé, il a bien fonctionné, qui est écrit par le fondateur de Netflix, Reed Hastings, en collaboration, et c'est ça que je trouve intéressant, avec une universitaire américaine, Erin Meyer, qui remet à chaque fois les notions en perspective où justement, en gros, il y a pas mal d'idées développées dans son bouquin, mais cette notion de transparence et de communication et donc de confiance est visiblement majeure dans l'organisation pour que ça fonctionne bien et qui leur permet toujours d'innover, à aller de l'avant. Si ça en intéresse certains, je vous recommande la lecture de ce bouquin. Merci beaucoup infiniment, Louis, pour ta participation. Merci Merci à toi. infiniment, Angélique, encore d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour tout ce que vous nous avez partagé avec tellement de transparence. J'espère en tout cas que ça a été intéressant pour les participants. À tous, je le rappelle, on va mettre la vidéo sur YouTube, comme ça vous pourrez éventuellement le diffuser, le partager ou le revoir s'il y a des notions qui vous ont intéressé. Vous pouvez toujours nous contacter, en tout cas je le dis pour moi, mais je suis sûr que c'est vrai aussi pour Louis et Angélique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, probablement par LinkedIn, c'est sans doute le moyen le plus efficace. Et ma foi, merci. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci Yaya, merci à Oui, tous. merci Angélique. Ciao. Salut.